Bonjour à tous, c'est donc le premier épisode de On refait la pop, l'émission dédiée à la culture populaire ou aussi appelée pop culture. Elle a bercé votre enfance et continue à vous faire rêver par ses musiques, ses films, ses jeux vidéo ou encore ses jouets. On refait la pop est faite pour petits et grands, pour vous rappeler de bons souvenirs et qui sait, parfois vous apprendre l'une ou l'autre chose. E.T. l'extraterrestre, Poltergeist, Toy Story, la fiancée de Chucky. Autant de films qui ont fait rêver ou cauchemarder, petits et grands, mais ils ont autre chose en commun. Ils font apparaître la dictée magique de Texas Instruments. Pour son époque, un fabuleux jouet technologique et un véritable morceau de pop culture. Salut, c'est Enrique. C'est parti pour un nouvel épisode de On refait la pop. Et surtout, Goldorak, go! Voici le jouet éducatif le plus connu au monde, la dictée magique qui permettait aux enfants des années 80 d'apprendre l'orthographe et qui était révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il parlait. L'ordinateur annonçait un mot que l'enfant devait saisir au clavier. C'était du jamais vu. Et cela a marqué définitivement les esprits et surtout la pop culture. Laissez-moi vous raconter son histoire. Elle débute en juin 1976 par son ancêtre, The Little Professor. Un petit ordinateur qui demandait aux enfants âgés de 5 à 9 ans de bien vouloir donner la réponse à une opération mathématique du genre 3 x 5. C'est un succès complet. Plus d'1 million d'exemplaires seront vendus. Texas Instruments, son fabricant, société américaine de composants électroniques, est prise de court tellement la demande est importante. Les dirigeants lancent un second projet éducatif encore plus ambitieux. Après les maths, place à l'orthographe. Pour les enfants de 7 à 13 ans, vous avez deviné, il s'agira de la dictée magique. Il confie le projet à un ingénieur, Paul Breedlove, la personne à droite de la dictée magique sur cette photo. Mais la direction lui demande l'impossible pour l'époque, car l'objet devra parler. Vraiment compliqué ? Dans les années 70, les constructeurs n'utilisaient pas d'électronique, mais des cordes à tirer comme Woody dans Toy Story. Un système analogique comparable à un tourne-disque miniature. Le problème, pour des raisons de longévité et de sécurité, la direction lui demande de limiter les mécanismes mouvants pour éviter la casse et les accidents. Pas de corde à tirer donc, mais le jouet devra énoncer clairement les mots. L'enfant doit être capable de les comprendre sans aucun contexte. Notre pauvre ingénieur, Paul, se remet de ses émotions et de la contrainte naît la créativité. Il réalise que la seule solution est de générer une voix de façon purement électronique. Le problème, aucun processeur ne permet de le faire dans un jouet. Les seuls suffisamment puissants sont les supercalculateurs comme ceux de la NASA. Ah oui, un petit détail. Le budget initial du développement est fixé à 25 000 $, soit avec l'inflation l'équivalent de 130 000 $. Ça peut paraître beaucoup, mais c'était absolument rien pour un projet de recherche et de développement comme celui-là. Et en plus, le prix de vente pour cette petite bête devrait être maximum de 50 $. Malgré le poids énorme des contraintes qui pèsent sur Paul Breedlove, il prendra le pari de créer son propre processeur, suffisamment puissant et compact pour tenir dans un jouet comme celui-là, le TMC 0281. Il s'agit d'une puce générant une voix artificielle. Elle permet de stocker des mots sous la forme de données compressées et de les reproduire avec ce timbre tellement particulier. Bonjour Christophe, elle ne te plaît pas ma voix? Si, elle me plaît, mais ce processeur spécialement conçu pour la dictée magique aura tellement de succès qu'il sera utilisé pendant plus de 20 ans, jusqu'en 2001. Il sera utilisé par d'autres constructeurs voulant exploiter la voix synthétique, comme par exemple la machine à écrire parlante de Byron en 1981. D'un point de vue design, ils partent du form factor de The Little Professor, qu'ils colorient avec des bandes brunes et jaunes, les couleurs d'une abeille, ce qui lui donnera son nom de code si particulier de Spelling Bee. Mais ni le nom ni la forme ne seront retenus.
Ils finiront par adopter la forme d'un livre que l'on peut emporter facilement partout grâce à une petite poignée. Un véritable coup de génie, les enfants vont l'adorer et l'emporter partout avec eux. Malgré le budget limité, les concepteurs parviennent même à intégrer un écran basé sur la technologie d'affichage fluorescent, comme les calculettes des années 70. Ils affichent un maximum de 8 caractères. Bref, la dictée magique est montrée pour la première fois en 1978 au Consumer Electronic Show de Las Vegas, le CES. Elle sera vendue avec un prix conseillé de 50 $, soit environ 250 € aujourd'hui avec l'inflation. Mais les distributeurs vont la vendre encore beaucoup plus cher, jamais en dessous de 67,99 $, soit plus de 350 € d'aujourd'hui. En France, la machine est présentée plus tard, en 1981, par Grishka Bogdanov, dans l'émission Temps X sur TF1. C'est celui que l'on surnomme Maître Capello des jeux de 20 heures, Jacques Capellovici, qui sélectionnera le vocabulaire de la version française. Les consommateurs accrochent, les parents et les écoles sont les clients principaux. Le succès est de mise très rapidement et à un niveau international. Au fait, on roulait avec quoi en 1981 ? On commence fort avec la Lamborghini Yalpa, une véritable voiture de sport munie d'un V8 3,5 litres. Alors oui, on ne parlait pas trop d'écologie à l'époque, ou même de voitures électriques. La Yalpa est apparue dans Rocky IV, quelques années après sa sortie. On peut voir le champion de boxe nettoyer sa voiture. Elle porte la plaque Southpaw, traduction de fausse patte, expression utilisée pour les boxeurs gauchers. Arrêtons de parler des États-Unis et parlons un peu de la France. Pas avec n'importe quelle voiture, avec la Renault 5 Alpine Turbo. Une petite voiture citadine, mais bien sportive. Pour l'époque, de 0 à 100 en 9 secondes. Avec son 4 cylindres de 110 chevaux, ça rappellera de bons souvenirs à certains. Et terminons la rubrique par une voiture, mais alors là, mythique. Oui, je suis sûr, vous la connaissez. La DeLorean DMC-12, produite entre 1981 et 1983. Elle doit sa célébrité à un film, Retour vers le futur, dont elle deviendra un personnage à part entière. Au début, le scénario prévoyait un frigo, comme machine à remonter dans le temps. On y a gagné au champ, je pense. 132 chevaux, une finition moyenne. Disons que la majorité des voitures n'atteignaient même pas la fin de la rue en sortie de concession. Mais bon, là où on va, on n'a pas besoin de route. Retour sur la dictée magique. Le succès a été tellement au rendez-vous qu'il est devenu un objet iconique dans nombre de films. Poltergeist, Toy Story, La fiancée de Chucky et surtout E.T. l'extraterrestre, film réalisé par Steven Spielberg en 1982. La dictée magique faisait partie intégrante du film. On y voyait E.T. jouer avec pour apprendre à parler. Mais aussi et surtout, si je vous dis E.T. téléphone maison, le jouet éducatif était utilisé dans un montage réalisé par l'extraterrestre, afin d'envoyer un message à sa maison. J'ai une exclusivité pour vous. J'ai eu l'opportunité d'échanger par mail avec M. Henry Feinberg. Henry a joué le rôle de consultant auprès de Steven Spielberg pour la réalisation du communicateur de E.T. Voici ses explications. Salut Christophe, pour créer le communicateur d'E.T., j'avais besoin de 3 éléments. Un moyen de produire un message, un moyen de l'encoder et de le programmer, et un moyen de le transmettre dans l'espace. À l'époque, j'ai choisi d'utiliser la dictée magique parce qu'elle pouvait produire de la parole et pouvait être modifiée pour mes besoins. Dans le film, le son de la dictée magique est transmis par le talkie-walkie d'Elliott, qui le convertit en fréquence radio. Le signal est envoyé via un fil à un tuner TV UHF, pour devenir une fréquence micro-ondes. Une canette entre en résonance avec les fréquences micro-ondes et devient une antenne guidant le message. Un parapluie de golf, cette fois, est recouvert d'une feuille d'aluminium, réfléchissant et concentrant le signal dans l'espace, permettant ainsi à E.T. de téléphoner à la maison. Lors de la conception de cet appareil, j'ai utilisé la méthode de l'impossible plausible de Walt Disney, bien qu'il ne fonctionne pas réellement. La théorie du communicateur est solide. Merci Henri pour ce témoignage exclusif pour On refait la pop. J'ai une autre anecdote pour vous concernant la dictée magique. Une véritable légende urbaine cette fois.
dans les cours de récréation de l'époque, certains criaient haut et fort à ceux qui voulaient l'entendre qu'une combinaison de touches permettait de déclencher un mode avec des gros mots. D'autres disaient même que si l'on tapait des mots grossiers de manière récurrente, la dictée magique finissait par vous gronder. Vous y croyez ? Ouais ? Vous avez tort. La mémoire du jeu a été analysée et l'on ne peut y trouver que des mots tout à fait classiques. Pas de vulgarité, rien du tout. En dehors d'un mot, mosquito, qui était présent dans la mémoire mais jamais utilisé. Je suis heureux d'avoir réussi à piquer votre curiosité. La dictée magique est bien un jouet éducatif. Mais en 1981, à quoi jouaient les petits et les grands dans les salles d'arcade ? Au milieu de l'été 1981, un jeu vidéo qui deviendra une légende affichait ses premiers pixels sur les écrans des bornes d'arcade. Publié et développé par Nintendo, dirigé par Shigeru Miyamoto, Donkey Kong est l'un des premiers jeux de plateforme. Mario, oui, Mario, devait sauver Pauline en évitant les tonneaux envoyés par Donkey Kong. C'était la première apparition de notre héros Mario dans un jeu vidéo. Mario qui deviendra l'une des mascottes les plus célèbres du monde des jeux vidéo. Donkey Kong est né de l'envie de Nintendo de concurrencer Pac-Man, développé par Namco et publié en 1980. Ce jeu a positionné Nintendo comme l'un des leaders du jeu vidéo de 1981 à la fin des années 90. Le joueur incarne donc Mario, qui doit traverser 4 écrans de jeux différents. Lorsque l'on parvient à battre Donkey Kong, lors du 4e écran, on revient au premier écran, mais avec un niveau de vitesse augmenté, bien évidemment. Le héros dispose de 3 vies avant d'arriver au Game Over. Tous les 7000 points, il est possible de gagner une vie supplémentaire. Le nombre de points est d'ailleurs ajustable via un switch sur la carte mère du jeu. Donkey Kong, le méchant, deviendra par la suite un héros dans les jeux Nintendo, entre autres dans Donkey Kong Country, mais c'est une autre histoire. Revenons à notre dictée magique. Elle a connu un succès phénoménal, tellement important que certaines écoles en faisaient l'acquisition pour aider les élèves à optimiser l'apprentissage de l'orthographe. Mais la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que ça marche vraiment ? Pour répondre scientifiquement à cette question, une étude a été menée en 1982. Les chercheurs ont testé le niveau de rétention des mots appris avec des élèves répartis dans 2 types de groupes différents. Ceux qui disposaient de la dictée magique et ceux qui n'allaient pas pouvoir en faire usage. On constate que pour les élèves faisant usage régulier de la dictée magique, ils surpassent le niveau d'orthographe des élèves ne disposant pas de l'outil. En tout cas, pour les mots faisant partie du vocabulaire de la machine. Ça marche du coup, Christophe, génial ! Non, pas du tout même. On constate que la mémorisation de l'orthographe est supérieure pour les élèves disposant de la dictée magique. Mais, aussitôt que l'on retire la machine aux 10 élèves, ils perdent rapidement toute l'avance prise sur l'autre groupe. En bref, on enlève la machine, ils perdent rapidement la mémoire de l'orthographe des mots appris. 44 ans après la sortie de ce jeu, nous dévoilons enfin la terrible et sordide vérité. Non, la dictée magique n'est pas un jouet éducatif. Ce qui n'a pas empêché la dictée magique de connaître une très longue carrière. En 1995, Texas Instruments décide pourtant de se séparer de sa dictée magique et de sa division jouet. Elle sera vendue à Tiger Electronics. Une marque en vogue à l'époque, connue pour son génial enregistreur de voix, le Talkboy, que l'on peut voir dans Maman, j'ai raté l'avion. Malheureusement, Tiger va finalement tuer la dictée magique, en modifiant le design du jouet pédagogique, en le transformant en ordinateur portatif. Terminé le design iconique qui a marqué plusieurs générations. Alors que l'on pensait morte et enterrer la dictée magique, elle revient en force en 2019 sous son design originel grâce à la société Basic Fun qui la commercialise à nouveau. Une version modernisée qui sera déclinée en version E.T. pour le 40e anniversaire du film. Vous pouvez donc encore aujourd'hui vous faire plaisir et acheter une dictée magique. Vous la trouverez sur Amazon.com ou Amazon UK pour moins de 30 €. Attention, il s'agit d'une version anglaise. Il y a tellement de choses à vous dire autour de la dictée magique. Saviez-vous qu'elle a été utilisée comme un instrument de musique par Depeche Mode, Limp Bizkit, Coldplay et encore bien d'autres? Les artistes la détournent de son usage initial
en modifiant ses circuits électroniques pour générer de nouveaux sons. C'est la méthode que l'on appelle le circuit bending. Je pourrais vous en parler pendant des heures de la dictée magique. J'ai une tendresse mais si particulière pour cette voix robotisée et métallique. C'est l'un des objets qui a fait naître ma vocation pour l'électronique et l'informatique, et tout le monde se souviendra de ce jouet magique faisant définitivement partie de la pop culture. Nous voici déjà arrivés à la fin de ce premier épisode de On refait la pop. Merci au studio Electric Dreams, à Underside et à tous ceux qui rendent possible cette émission. Merci aussi à vous d'avoir suivi notre premier sujet. N'oubliez pas de liker, souscrire à la chaîne et partager cette vidéo. À bientôt.